Votre carrefour de l'information se poursuit sur Médien TV. Bienvenue et merci si vous nous rejoignez. Je vous propose de voir ensemble les titres de votre journal. 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans l'effondrement d'une partie d'un mur à Casablanca. C'était hier en début d'après-midi au boulevard Abdallah Yassine. L'effondrement serait dû à la vétusté de la construction. Les détails dès le début de ce journal. Nous ferons le point sur la 6e édition d'Atlantic Dialogues. Elle a débuté hier pour 3 jours à Marrakech et pour la première journée de cette rencontre qui a réuni de nombreux intervenants, la question des migrations était au cœur des débats. Et puis nous irons à Lagos, Nigeria, pour parler cosmétiques, savon, gommage, baume pour les lèvres. Vous le verrez, Ola Weraju, une jeune entrepreneuse, a transformé son studio de Lagos en véritable laboratoire. Une industrie qui rapporte des millions dans le pays. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. On commence donc par ce drame à Casablanca. 2 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans l'effondrement d'une partie d'un mur. C'était hier en début d'après-midi au boulevard Abdallah Yassine, dans l'arrondissement de Roche-Noire. Le mur en question servait de clôture extérieure d'une société d'aliments pour bétail. L'effondrement serait dû à la vétusté de la construction qui, selon certains riverains, n'a pas résisté aux dernières pluies. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. Le programme de développement territorial Al-Hoceima Manarat El Moutawassit avance dans les délais actés. C'est ce qu'a affirmé Farid Chourak, le gouverneur de la province d'Al-Hoceima. Il intervenait hier à Rabat dans une réunion consacrée à l'état d'avancement de ce programme lancé par le roi Mohamed VI en 2015. Une réunion qui s'est tenue sous la présidence du ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Leftit. Ce chantier vise notamment au renforcement des infrastructures dans la région, que ce soit pour l'agriculture, la santé, la culture ou encore l'éducation. Concernant ce secteur, justement, selon Farid Chourak, 91 projets ont vu le jour et 87 sont en cours de mise en œuvre. Un investissement de plus de 244 millions de dirhams concerne ce seul chantier de l'éducation. Le continent africain doit être fier de lui-même et surtout arrêter d'être le continent qui pleure. C'est l'avis d'Abdelhak Bassou, chercheur associé de l'OCP Policy Center. Il s'exprimait parmi une foule d'intervenants hier en marge de la 6e édition des Atlantic Dialogues organisée à Marrakech jusqu'au 15 décembre. Pour la première journée de cette rencontre, la migration était au cœur des discussions. On fait le point avec Anissa Raouf. Le continent africain est-il en plein essor ? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre les plus éminents experts et acteurs politiques et institutionnels africains et européens. L'objectif de cette 6e édition d'Atlantic Dialogue de Marrakech, mieux porter les voix et les points de vue du Sud. Pour les intervenants, il est essentiel que les États africains aillent plus loin dans leur collaboration entre pays. Le temps de l'action concrète est venu. Nous avons abordé le sujet de la gestion stratégique de la lutte antiterroriste en Afrique. La force G5 Sahel serait un soutien aux forces opérant au Tchad. Nous avons conclu qu'il faut davantage de coordination entre ces 2 intervenants dans la région et une coopération avec la CEDEAO. La mobilité migratoire en Afrique, elle est d'abord intra-africaine. Avant d'être, elle est essentiellement intra-africaine. Il y a environ 80% des hommes et des femmes africains qui se déplacent vers d'autres régions africaines. Et environ entre 15 et 20% vers d'autres régions en dehors de l'Afrique. La conférence internationale voit intervenir pendant 3 jours plus de 340 participants issus de 90 nationalités différentes. Responsables politiques, hauts fonctionnaires, chercheurs et décideurs économiques viendront de tout le littoral africain, de l'Afrique du Sud au Maroc, en passant par le Nigeria. L'armée israélienne a mené ce matin des frappes aériennes contre le mouvement du Hamas dans la bande de Gaza. Une riposte à des tirs de roquettes en provenance de cette enclave palestinienne. Selon un responsable de la sécurité palestinienne, les cibles ont fait l'objet de plus de 10 frappes. Il s'agit notamment d'une installation navale et d'une base militaire située près du camp de réfugiés Shati, au nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne a, elle, bien indiqué avoir visé 3 installations militaires du Hamas, des infrastructures qui, selon elle, servaient à des entraînements et à stocker des armes.
Selon des médias, 14 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza depuis la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. C'était il y a à peine une semaine. Un projet de résolution contre cette reconnaissance américaine est justement en préparation à l'ONU. Selon des sources diplomatiques palestiniennes, occidentales et arabes, l'objectif est de montrer l'isolement des États-Unis au Conseil de sécurité. Membre permanent de ce Conseil, Washington, principal soutien d'Israël, a cependant un droit de veto sur toutes les résolutions soumises à un vote. Et il y a recours plusieurs fois dans le passé déjà. Vendredi, les États-Unis s'étaient retrouvés totalement isolés au Conseil de sécurité lors d'une réunion urgente convoquée après l'annonce de reconnaissance unilatérale par Donald Trump. Tous les autres membres du Conseil avaient critiqué cette décision à divers degrés. Et puis en réponse à la décision américaine de considérer Al-Quds comme capitale d'Israël, des leaders musulmans ont appelé le monde à reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien. C'était hier à Istanbul, à l'issue d'un sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, réunie à l'appel du président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui se veut le chantre de la cause palestinienne. Nous rejetons et condamnons fermement la décision irresponsable, illégale et unilatérale du président des États-Unis. Nous considérons cette décision comme nulle et non avenue. C'est ce qu'ils ont donc martelé hier. Selon eux, la décision de Donald Trump nourrit l'extrémisme et le terrorisme. En dépit de la fermeté de ces annonces, aucune mesure concrète n'a cependant été annoncée par le principal groupement musulman, dont les principaux membres sont par ailleurs de proches alliés des États-Unis. Même si le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson se dit désormais prêt à parler à Pyongyang sans conditions préalables, la politique des États-Unis n'a pas changé sur le dossier nord-coréen. C'est ce qu'a déclaré hier le département d'État. Les propos du secrétaire d'État tenus mardi ont été interprétés comme une évolution de la stratégie américaine, et ce par plusieurs observateurs qui attendaient de savoir si elle est partagée par Donald Trump. Mais le secrétaire d'État ne met pas en place une nouvelle politique. C'est ce qu'a rétorqué la porte-parole du département. Les États-Unis seront ouverts au dialogue quand la Corée du Nord manifestera la volonté de mener un dialogue crédible sur une dénucléarisation pacifique de la péninsule coréenne. C'est ce qu'a ajouté donc le porte-parole, soulignant que ce moment n'est clairement pas encore venu. C'est aujourd'hui que se tient la traditionnelle grande conférence de presse de fin d'année de Vladimir Poutine. Ce sera sa première grande apparition publique depuis l'annonce de sa candidature à un 4e mandat, donc à la présidentielle qui aura lieu en mars prochain. Plus de 1640 journalistes ont été accrédités pour ce show médiatique qui débutera à 9h GMT. Une grande conférence qui donne au président russe l'occasion de jongler pendant plusieurs heures entre les questions de politique étrangère, concernant aussi l'état des routes ou encore sa vie privée. Cette année, les questions devraient se concentrer sur ses intentions pour son prochain mandat qu'il devrait, sauf énorme surprise, remporter. Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles, un sommet de 2 jours en vue de tourner la page du premier chapitre des négociations du Brexit. L'UE souhaite s'accorder sur les progrès réalisés au cours de la première phase de négociation sur les modalités de divorce avec le Royaume-Uni. De son côté, hier, la première ministre britannique Theresa May a perdu à 4 voix près un vote crucial sur ce Brexit au Parlement. Le vote portait sur un amendement qui prévoit que tout accord final conclu avec Bruxelles soit ratifié par un vote contraignant du Parlement de Westminster. Son adoption a été rendue possible grâce aux voix de 11 députés conservateurs rebelles. Parlons à présent de cette affaire qui concerne nombre de pays, l'affaire du lait contaminé. Alors que Lactalis, leader mondial des produits laitiers, avait déjà rappelé 12 références de lait infantile fabriquées dans son usine française au début du mois. Dimanche, le gouvernement français a publié une liste de plus de 600 lots destinés à la France et à des marchés étrangers. En cause, un risque de contamination par des salmonelles. De nombreux pays sont donc concernés, notamment le
Maroc qui a suspendu la commercialisation des produits d'alimentation infantile de la marque Pico, une filiale de Lactalis. On fait le point avec Anissa Araou. L'affaire du lait contaminé de Lactalis prend de l'ampleur. Dimanche, le gouvernement français a annoncé un retrait massif et une suspension de commercialisation et d'exportation de lait infantile. Début décembre, 20 bébés âgés de moins de 6 mois ont été contaminés. Cette semaine, c'est 5 nouveaux cas de salmonellose déclarés chez les nourrissons. Plus de 7000 tonnes de lait de nutrition pour jeunes enfants potentiellement contaminés ont été rappelés et 13 pays sont concernés. Le problème ne cesse de s'étendre. Le ministère de la Santé marocain emboîte le pas à la France et suspend la commercialisation des produits d'alimentation infantile de la marque Pico, fabriquée par le groupe français Lactalis, tout en demandant à la société en charge de la commercialisation de retirer immédiatement tous les produits associés à cette marque du marché marocain. Une commission du ministère a décidé de retirer le produit du marché et d'arrêter sa commercialisation en attendant les résultats de l'enquête menée en France. Pour l'instant, ces mesures sont uniquement préventives, car aucun cas de contamination n'a été recensé au Maroc. Le ministère appelle les parents à ne plus utiliser des produits de la marque Pico, recommandant de changer de marque après consultation chez le médecin. À titre préventif et pour éviter toute répercussion sur les enfants, on a décidé d'arrêter la vente de ce produit, mais chaque maman qui a l'habitude d'utiliser cette marque de lait peut le changer après concertation avec les pharmaciens. Le Centre antipoison du Maroc a mis à disposition un numéro afin de répondre aux questions des parents et des professionnels de la santé et de fournir des recommandations appropriées. Je vous le disais en titre, au Nigeria, l'industrie du cosmétique prend de plus en plus d'ampleur. Partie d'une expérience personnelle, Olarewaju est aujourd'hui spécialisée dans la fabrication de savons, gommages, baumes pour les lèvres. Elle a transformé son studio de Lagos en véritable laboratoire. Comme elle, de plus en plus d'entrepreneurs se lancent dans ce secteur qui peut rapporter 620 millions de dollars aux entrepreneurs. Donc au Nigeria, le développement du cosmétique dans le pays, c'est un récit de Stéphane Soumaoro. Des savons artisanaux inspirés des déserts, des gommages, des baumes pour les lèvres, des beurres pour le corps et des huiles pour les cheveux, c'est la nouvelle vie de Olarewaju. Comptable de formation, elle vient de lancer sa marque privée spécialisée dans la fabrication des produits de bain et de corps vendus sous d'autres marques. Beaucoup de gens ne vous prennent pas au sérieux au début parce que vous êtes une femme. Quand j'ai commencé, les gens ne me prenaient pas au sérieux. Mais dans l'ensemble, beaucoup de femmes m'ont soutenu. Comme 100% des marques qui font l'affaire avec moi sont des femmes. 100% des personnes qui se forment avec moi sont des femmes. J'ai donc reçu beaucoup de soutien de la part des femmes. Pour lancer son entreprise, Olarewaju a démarré avec le capital de ses économies. Elle a transformé un petit studio de Lagos en laboratoire où elle fabrique ses produits. Elle embauche occasionnellement des travailleurs pour l'aider. Comme Olarewaju, Inia Anjanaku fabrique désormais des baumes à lèvres, des beurres et des savons corporels. Le capital est la principale contrainte. Il faut beaucoup d'argent pour démarrer l'entreprise. Il faut avoir les bonnes ressources. C'est très difficile, car l'essentiel est que beaucoup de gens aiment garder leurs affaires secrètes. Les femmes ont tendance à être un peu secrètes, sans jeu de mots. Les deux entrepreneurs se procurent la plupart des ingrédients localement et essayent de les garder aussi naturels que possible, tout en travaillant pour atteindre le plus de clients à travers le pays. Le secteur fait partie des entreprises à la croissance la plus rapide dans un pays avec une population de 170 millions de personnes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Médien TV.